Alors les processus, le mécanisme et tout ce qui fait les institutions européennes, ça porte un nom géométrique qu'on appelle le triangle institutionnel. Commençons par ce qui va nous animer en fait au mois de juin. Nous allons voter pour le Parlement européen. Qu'est-ce que c'est que le Parlement européen? C'est l'une des pointes du triangle institutionnel. Parlement européen. C'est quoi? C'est 705 aujourd'hui, 720 députés qui sont élus dans les 27 États membres avec comme mission de représenter les citoyens résidant dans cet État membre. Que ces citoyens résidents soient européens, nationaux ou européens d'un autre pays, ils sont européens et c'est à ce titre qu'ils vont voter. Le droit de vote est celui de la citoyenneté européenne. Que les listes qui soient présentées soient des listes nationales ou des listes comportant des Européens, c'est la même chose pourvu que ce soit des citoyens européens. D'ailleurs, on a des Italiens élus en Belgique, des Belges élus en France, des Finlandais élus en Italie, des Polonais élus en Allemagne, etc., etc. Ce sont des choses qui sont tout à fait classiques. Ça, c'est le Parlement européen. Mais c'est le dernier des trois pointes. En fait, que fait le Parlement européen? Le Parlement européen, il étudie des textes. Il étudie des textes, mais ils viennent d'où? Eh bien, ils viennent de l'autre pointe. Celle-là, là, ici. Celle de la Commission européenne. Ah, que fait la Commission européenne? La Commission européenne, d'abord, c'est quoi? La Commission européenne, c'est une sorte de gouvernement Canada Dry. Ça ressemble à un gouvernement, ça se comporte comme un gouvernement, ça aimerait bien être un gouvernement, c'est pas un gouvernement. La Commission européenne, c'est une administration supranationale de 30 000, 40 000 fonctionnaires selon les périmètres que l'on prend. Et que fait cette administration? Cette administration, en fait, son rôle, c'est de produire des textes, de produire des directives et des règlements, directives, règlements, c'est-à-dire des textes de loi, dont l'adoption, à un moment, va modifier l'univers juridique des États membres. Très bien. Mais comment ça se fait? Elle ne se contente pas de faire ces textes comme ça, là, hop, je vais faire un texte, tiens, je vais faire un texte sur la réglementation des aspirateurs. Tiens, je vais faire un texte sur la défense des droits des animaux. Tiens, je vais faire un texte sur la fin des pesticides dans l'Union européenne. Non, elle ne fait pas ça comme ça. Elle fait ce texte, cette directive sur les performances énergétiques des bâtiments, ce règlement sur l'enregistrement des substances chimiques dans l'Union européenne, et une fois que ce texte est envoyé à ceux qu'on appelle les deux législateurs, co-législateurs. Alors, qui sont-ils? Eh bien d'abord le Parlement européen, qu'on vient de voir, celui pour lequel nous allons voter en juin. Mais le plus ancien et le plus structurant, c'est celui, ici, du Conseil de l'Union européenne. Alors c'est quoi le Conseil de l'Union européenne? Le Conseil de l'Union européenne, c'est la première chambre en fait, celle qui a été la première créée. C'est les représentants des États membres. Ce sont les ministres des États membres qui se réunissent et qui disent « le texte de la Commission ne nous convient pas, ou en tout cas pas comme ça, donc il faut qu'on le travaille ». Le travail du Conseil, le travail des 27 ministres, c'est d'établir une position commune entre les différents États membres. Nous sommes d'accord avec la directive sur la performance énergétique des bâtiments à condition qu'on fasse telle définition de performance énergétique, telle définition de bâtiment, et puis aussi qu'on ait telle possibilité de le faire, telle autre, et puis telle préférence, etc. etc. Je ne rentre pas dans les détails, c'est beaucoup trop compliqué évidemment pour ce petit exercice. Mais là, on a en fait tout le travail du Conseil, c'est-à-dire les États membres doivent se mettre d'accord. Eh bien, ils se réunissent en Conseil de l'Union européenne environnement, si c'est un texte qui traite d'environnement, en Conseil de l'Union européenne des affaires sociales, en Conseil de l'Union européenne de l'énergie, des finances, etc., etc., selon en fait la nature du texte produit par la Commission européenne. C'est le Conseil de l'Union européenne et c'est la plus ancienne des chambres législatives puisque c'est là en fait que doit se décider la position des États membres. Mais une fois que le Conseil a pris sa position, on n'a toujours pas de loi européenne, on n'a toujours pas de texte d'accord. Pourquoi?
Mais parce que le Conseil de l'Union européenne n'est pas tout seul. Il y a depuis 1979 et surtout depuis 1992, a fortiori depuis 2009, ou traité de Maastricht en 1992, traité de Lisbonne en 2009, le Parlement européen a un rôle de co-législateur, donc de codécision sur l'ensemble des politiques communes de l'Union européenne. Donc en fait, le texte, il part en même temps chez les représentants des États et chez les représentants des citoyens. Et les représentants des États doivent se mettre d'accord pour avoir une position du Conseil, et les représentants des citoyens doivent se mettre d'accord pour avoir une position du Parlement. Alors ça, ils font ça en 2 temps. D'abord, dans les commissions parlementaires à l'intérieur. Donc, un texte qui s'occupe d'environnement, il va être d'abord traité en commission dite Envie. Un texte qui s'occupe d'affaires sociales en commission Emploi et affaires sociales. Un texte qui s'occupe de finances dans la commission Econ. Et une fois que la commission parlementaire a pris sa position, une fois que les députés sont d'accord pour une version amendée du texte, elle est envoyée à la session plénière, cette fois-ci, à Strasbourg et de temps en temps à Bruxelles, cette fois-ci pour un vote solennel du Parlement européen. C'est la position du Parlement européen. Nous avons donc une position des États membres, une position des citoyens, mais nous n'avons toujours pas de texte européen. Pourquoi ? Parce que maintenant, il faut se mettre d'accord. Ils n'ont pas nécessairement la même position. Les États défendent une position qui est un compromis entre les différents États membres, c'est-à-dire entre les différentes industries nationales, les différents intérêts nationaux. Peut-être y a-t-il eu aussi beaucoup de lobbying de la part des capitaines d'industrie qui sont très proches de tel ou tel gouvernement. Peut-être y a-t-il eu aussi des mobilisations de syndicats. Peut-être y a-t-il eu aussi des mobilisations citoyennes, qui sait. Et puis les citoyens, les majorités faites au Parlement européen, qui sont des majorités plurielles, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue au Parlement avant sa formulation. Une fois qu'ils se mettent d'accord, pour qu'ils se mettent d'accord, il faut mettre en place une négociation qu'on appelle des trilogues, un mot très jargon européen, mais qui dit grosso modo que la Commission européenne, le Parlement, c'est-à-dire ses représentants, le mandataire, le rapporteur, et puis l'ensemble des délégués, et les ministres se mettent d'accord pour avoir un texte commun en trilogue. Et là, et seulement là, on commence à s'approcher d'une loi européenne. Mais ce n'est pas encore totalement le cas, parce que cette fameuse loi européenne, que font les institutions, eh bien, il faut qu'elle soit votée en l'état par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne. Autrement dit, il faut que les États et les citoyens soient d'accord sur le texte final. Et là, on a quelque chose. Cette négociation, elle est essentielle parce que c'est elle, en fait, qui fabrique la loi européenne. Et donc, c'est très simple. On a donc 3 institutions. Un texte peut prendre quelques mois ou plusieurs années. Tout dépend de l'urgence et tout dépend de la façon dont les deux institutions, le Conseil et le Parlement, se mettent en ordre de bataille. Le meilleur moyen de tuer un texte, c'est de ne pas avoir de position. Et ça arrive parfois, le Conseil de l'Union européenne, il y a un État qui ne veut pas avoir de position parce que ce texte le gêne sur tel ou tel sujet, mais il ne peut pas le justifier autrement. Donc, grosso modo, il ne communique pas sa position, ou il ne la présente pas, et donc le Conseil n'a pas de position. Tant que le Conseil n'a pas de position, ou tant que le Parlement n'a pas de position, eh bien, il n'y a pas de possibilité de négocier, et donc il n'y a pas de loi européenne. Ça permet, par exemple, de garder un certain nombre de sujets sous la table. Par exemple, pendant très longtemps, le projet que la Commission avait proposé au tout début des années 2000 d'une taxe, d'une assiette commune sur la taxe des entreprises, eh bien, pendant très longtemps, le Conseil a refusé de le traiter. Donc, pas de taxe. Il a fallu attendre le milieu des années 2010 et le plus fort de la crise financière pour qu'à un moment ou à un autre, un texte sorte. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais c'est très important pour voir, parce que ça, ce sont les 3, c'est le jeu institutionnel. Ce jeu institutionnel, il est un petit peu plus compliqué si on y applique d'autres institutions. Il y a par exemple une formation du Conseil qui est un peu différente de celle-ci. C'est le Conseil dit européen. Alors, qu'est-ce que c'est que le Conseil européen ? Eh bien, c'est une formation du Conseil
dans laquelle il n'y a que les chefs de gouvernement et les chefs d'État. Parce que le Conseil, finalement, comment est-ce qu'il fonctionne, le Conseil de l'Union européenne? Eh bien, il fonctionne sur 3 niveaux. D'abord, un niveau national. Là, c'est quand le texte arrive, on se tourne vers l'administration nationale, on dit quelle est notre position à nous, administration française, polonaise, lituanienne, sur la proposition de la Commission de réglementation, par exemple, des substances chimiques dans l'Union européenne. Et les administrations fabriquent cette position et la renvoient cette fois-ci à Bruxelles, où là, les représentants permanents, c'est-à-dire les ambassadeurs des États membres, se mettent d'accord. Ils se mettent d'accord d'abord au niveau technique, et puis ensuite au niveau un peu plus hiérarchique, au niveau des ambassadeurs, dans ce qu'on appelle le COREPER, le comité des représentants permanents. Bon, je ne vais pas plus loin, mais c'est important parce que ça veut dire qu'énormément de travail est fait au niveau administratif, sur lequel seuls les gouvernements, ou plus exactement les ministres de tutelle, ont la visibilité. Parce que le troisième niveau, le niveau politique, c'est celui du ministre. Une fois qu'on a réglé tout ce qu'on pouvait régler au niveau inférieur, eh bien c'est bon. Mais il faut parfois régler un certain nombre de sujets qui demandent une intervention politique. Cette intervention politique ne peut se faire qu'au niveau ministériel. Et donc on a le Conseil des ministres pour trancher les derniers points. Mais ça, c'est le Conseil de l'Union européenne. Comme je le disais, il a aussi une autre formation. Cette formation, c'est celle du Conseil européen. Le Conseil européen, donc, les chefs d'État, il y en a 2, la France et Chypre, et les chefs de gouvernement, parce que la grande majorité des États membres de l'Union européenne sont des démocraties parlementaires. Ce Conseil européen, lui, il s'occupe très très peu, en fait, des détails de la législation. Il s'occupe, en fait, principalement de régler les problèmes politiques. En fait, il existe depuis fort longtemps. C'est une création assez ancienne d'un ancien président de la République française qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, qui était très européen et qui a beaucoup œuvré aussi pour l'intégration européenne, mais d'une façon française, c'est-à-dire il faut que les États restent à la manœuvre. Et donc, en 1976-79, lorsqu'il est décidé d'avoir une élection du Parlement européen au suffrage universel direct, donc une représentation directe des citoyens, les chefs d'État, à l'initiative de la France, disent « oui, c'est bien, mais il ne faudrait pas qu'on perde complètement la main, donc on va avoir des sommets ». Et tous les 6 mois, on aura un sommet à Bruxelles de nos chefs d'État et de gouvernement pour décider des grandes orientations. Formidable. Mais ça, évidemment, c'est la théorie. En pratique, le Conseil européen a de plus en plus voulu s'immiscer dans le jeu institutionnel. Mais comme il ne s'occupe pas directement de la législation, il s'est occupé de politique. Parce que c'est à ça que ça sert finalement, un chef de gouvernement ou d'État, c'est à faire de la politique européenne. Et c'est exactement ce que le Conseil européen a fini par devenir, un moteur politique qui propose un certain nombre d'orientations et qui depuis 2009, depuis le traité de Lisbonne, a un rôle aussi juridique dans tout cet édifice. Voilà donc nos 3 pointes, entre guillemets, puisque j'en ai déjà fait une ici qui n'est plus tout à fait une pointe, du triangle institutionnel. Est-ce que ça résume l'intégralité des institutions européennes? Pas du tout. Des institutions européennes, d'abord il y en a 7, on ne va pas rentrer dans les détails, mais par exemple il y a aussi la Cour des auditeurs, il y a aussi la Cour de justice de l'Union européenne ou la Banque centrale. Mais justement, certaines de ces institutions ont un poids dans la fabrique de la loi. Par exemple, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne. Alors elle ne siège pas à Bruxelles, elle ne siège pas à Strasbourg, elle siège à Luxembourg. Et son travail, à elle, c'est d'interpréter cette fameuse loi européenne pour savoir si oui ou non, lorsqu'elle est appliquée en respect des traités et en respect de l'esprit de la loi européenne. Grosso modo, quand il y a un conflit d'interprétation dans les États membres, principalement parce que le texte n'était pas assez clair ou parce qu'il y a un État membre qui a voulu faire le malin dans son application, eh bien, on a, à un moment ou à un autre, un conflit qui remonte à la Cour de justice de l'Union européenne, parfois à la Commission européenne, tout dépend de la juridiction. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail, mais la Cour de justice a un impact aussi là-dessus. Et puis, il y a aussi, par exemple, la Banque centrale européenne. Elle n'est pas à Bruxelles, pas à Strasbourg, pas à Luxembourg, elle est à Francfort. Et son rôle aussi, alors elle est totalement indépendante, mais son rôle, c'est quand même très lié en fait au processus, puisqu'elle définit la politique monétaire. Et donc, elle est souvent auditionnée
aussi par le Parlement européen. Donc, lorsque le ou la nouvelle présidente de la Banque centrale arrive, elle est auditionnée et régulièrement, la Commission des affaires économiques du Parlement européen auditionne la Banque centrale pour savoir si le travail est bien fait ou directement si tout va bien, s'il y a peut-être quelque chose à faire sur le mandat, même si le Parlement européen n'a pas la possibilité de modifier ce mandat. Ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, est totalement indépendant du processus. Ça dépend des traités. Donc voilà, en fait, déjà, une complication. Le triangle institutionnel, il est plus si triangulaire, il commence à devenir un peu plus grand, un peu plus lourd. C'est parce qu'en fait, il y a aussi énormément d'acteurs qui interviennent dans l'intégralité de ce processus. On verra ça un peu plus en détail plus tard, mais d'ores et déjà, il faut mettre, par exemple, l'expertise, les citoyens organisés, c'est-à-dire les ONG, les associations cultuelles, par exemple les églises, mais aussi les associations culturelles, les associations qui représentent aussi des ONG, c'est-à-dire une certaine vision de l'intérêt général, qui font du plaidoyer. Et puis évidemment, les lobbyistes. Très important, parce que quand vous faites une directive ou un règlement, quand vous votez sur une directive ou un règlement, quand vous avez à établir votre position sur une directive ou un règlement, vous avez besoin d'expertise. Vous avez besoin de savoir ce que pense la société, ce que pense l'industrie qui est concernée, ce que pensent les syndicats, ce que pensent les experts. Vous devez consulter. Et donc, à tous les moments, tous ces gens-là, très nombreux, interviennent. Ils interviennent ici. La Commission consulte pour savoir ce qu'elle va mettre dans sa directive ou dans son règlement. Elle consulte les associations professionnelles, elle consulte les associations d'industrie et elle consulte les citoyens pour savoir si ça va poser un problème, par exemple, en termes d'emploi, ou si ça va poser un problème en termes de compétitivité, ou un problème éventuellement de distorsion de concurrence au niveau de l'État membre. Et une fois qu'elle a bien consulté, à travers des livres verts, puis des livres blancs, puis le projet de directive, eh bien, le texte est prêt. Mais ça ne s'arrête pas là. Ici, que ce soit au niveau des chefs d'État ou que ce soit au niveau du gouvernement, les experts, les citoyens, les lobbyistes, ils interviennent aussi au niveau national, pas simplement au niveau bruxellois. Au niveau national, vous avez aussi des liens extrêmement forts qui existent au niveau du Parlement national comme au niveau des gouvernements. Et puis, la proximité, elle peut parfois donner un certain nombre de remises en cause des votes. Par exemple, au dernier moment, le ministre allemand des Finances, Johannes Lindner, a fait capoter un accord obtenu en trilogue parce qu'il est très proche aussi du patron de Porsche et qu'il fallait changer un déséquilibre pour pouvoir obtenir quelque chose qui favorise les e-fuels de Porsche. Bon, là aussi je ne rentre pas dans les détails, mais c'est important de se rendre compte que ça n'est pas uniquement des institutions, c'est un écosystème politique. Et là, j'ai mis uniquement la Commission et les États membres, mais évidemment, les lobbyistes, les experts, les citoyens, les ONG font du plaidoyer ou de l'influence sur les 705 députés européens. Ensuite, que ceci ou cela, ou encore cela, écoute l'expertise, fait partie du processus démocratique et du processus institutionnel. Qu'ils en tiennent compte, c'est plutôt une preuve de capacité d'adaptation et de non-idéologie, qu'en revanche, ils s'y soumettent et se soumettent à des logiques qui ne sont pas celles qu'ils sont censés représenter ici ou par les citoyens, ici par l'intérêt général du gouvernement ou ici par l'intérêt général des Européens, ça c'est un autre problème qui n'est plus institutionnel du tout, qui est un problème politique et qui est en fait celui de savoir quelle est la qualité du personnel politique que l'on envoie dans les administrations, dans les gouvernements et au Parlement européen. Et nous bouclons la boucle, les élections, ça a un impact. Ça a un impact sur la qualité du personnel politique ici et là.